Alexandre, rebonjour et je vous cède la parole pour recevoir vos invités. Mais vous êtes bien aimable, Liselotte. Merci de me céder cette parole. Alors, je reçois ce matin Roger Chudeau et Édouard Binet. Édouard Binet qui apparemment a un petit problème de RER. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais on l'attend avec impatience. Et puis, Édouard, venez s'il vous plaît. On l'attend avec impatience. Et puis, d'un autre côté, cela ne nous empêchera pas de commencer cet entretien. Alors, Roger Chudeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du RN de la 2e circonscription du Loir-et-Cher. Et en fait, vous êtes le monsieur éducation du Rassemblement national. C'est souvent comme ça que vous êtes présenté parce que vous avez un parcours où vous avez traversé vraiment toutes les strates de l'éducation de manière générale, du secondaire au supérieur, en passant un peu par toutes les étapes et par notamment l'administration aussi de l'éducation. Et aujourd'hui, ce dont on voulait parler, c'était un peu d'éducation supérieure avec ce qu'on appelle maintenant l'affaire Pierre Gentillet. Pierre Gentillet, donc, qui est un chroniqueur et ami de Radio Courtoisie et qui, en fait, se trouve aujourd'hui attaqué pour ses positions de droite, en fait, tout simplement. En fait, il défend des positions politiques de droite. Il a été candidat du Rassemblement national dans la région Centre-Val de Loire. Oui. Et pour ces deux caractéristiques, il est désormais attaqué par l'extrême gauche à la Sorbonne, où il enseigne. Déjà, quand vous avez appris ça, quel a été votre premier sentiment, Roger Chudeau ? Eh bien, je me suis dit que nous étions dans une chasse aux sorcières, n'est-ce pas, typique de l'extrême gauche universitaire, qu'elle soit du côté des enseignants ou du côté des étudiants. Monsieur Gentillet est un citoyen, il a le droit de faire de la politique, je dirais même il a presque le devoir d'en faire. On s'engage pour la société, et ses opinions ne regardent que lui. Elles sont publiques, bien sûr, mais il a parfaitement le droit de s'engager. Il est par ailleurs enseignant à la Sorbonne, il est conférencier, il n'est pas fonctionnaire, il est avocat de profession. Elle dispense des cours de droit à la Sorbonne. Et donc, il n'y a aucune espèce de rapport entre sa fonction à la Sorbonne et le fait qu'il soit par ailleurs un citoyen engagé politiquement. Alors, est-ce qu'il y a une forme de devoir de réserve qui existe chez les professeurs ? On pourrait se dire aussi que quand on enseigne dans un établissement, notamment un établissement public comme la Sorbonne, en fait, on pourrait devoir être subir ce que subissent aussi les gendarmes, enfin d'autres professions, qui est une forme de devoir de neutralité. Est-ce que ça existe, cette forme de devoir de neutralité pour les professeurs d'université ? Et d'une certaine façon, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on autorise les professeurs militants par derrière ? Alors, d'abord, M. Gentillet n'est pas fonctionnaire, donc il n'est astreint à aucune espèce de devoir de réserve. Ensuite, je ne sache pas que les cours qu'il dispense aient des connotations politiques ou politiciennes. Ça m'étonnerait fort. Il enseigne le droit. Ensuite, encore une fois, il est parfaitement loisible à chaque citoyen de s'engager politiquement, et du moment que, d'une certaine manière, ça ne transparaît pas dans les fonctions publiques qui lui sont confiées. Et M. Gentillet n'a rien fait qui puisse lui être reproché par les autorités académiques. Mais même d'ailleurs, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les témoignages qui ont eu cours sur les réseaux sociaux, apparemment c'est un professeur qui est quand même particulièrement apprécié. Bien sûr, c'est un bon professeur de droit, les témoignages d'étudiants se multiplient, c'est un excellent professeur, il est très estimé, très respecté par ses étudiants. Mais encore une fois, les autorités académiques, donc le président de l'université n'a rien de professionnel à reprocher à M. Gentillet. Non, il s'agit bien d'une chasse aux sorcières, c'est-à-dire que son orientation politique en tant que citoyen lui est reprochée par des étudiants d'extrême gauche qui considèrent qu'il faut là se mobiliser pour faire barrage, n'est-ce pas, comme d'habitude, à l'extrême droite. Et c'est totalement hors sujet par rapport au métier qu'exerce M. Gentillet. Donc c'est une situation qui est tout à fait ubuesque en réalité. Normalement, l'université devrait être au contraire l'institution, protéger ce conférencier en expliquant aux étudiants que leurs protestations sont totalement dénuées de fondement. D'un autre côté, on peut se rendre compte que de l'autre côté de l'échiquier politique, le fait d'être professeur à l'université et aussi militant politique
c'est vraiment pas quelque chose qui est exclu. Je pense évidemment à Sandrine Rousseau, qui a quand même été professeure d'économie. Alors on se demande comment aussi, mais professeur d'économie à Lille. On pense aussi même plus récemment à des personnalités, des sommités même du monde académique, comme par exemple Johan Chapoutot ou alors même Patrick Boucheron, qui en fait sont pour le coup eux des historiens reconnus, mais qui se sont démarqués ces dernières années par leur militantisme marqué vers la gauche, voire la gauche radicale même. Concrètement, de leur côté, on sent que finalement, même, pour le coup, eux n'ont pas du tout les mêmes soucis de la part déjà de la part des étudiants. Et ensuite, on sent qu'il y a une forme de gauchisme diffus au sein de l'université, au sein même du corps professoral. Déjà, comment expliquer le fait que la gauche soit omniprésente parmi tous ces professeurs d'université ? C'est plus, vous savez, qu'un gauchisme diffus. C'est un gauchisme installé, c'est un gauchisme ancré. Cela fait des décennies que la gauche considère l'enseignement supérieur et même l'enseignement scolaire comme son précaré, qu'elle y a installé ses réseaux, ses militants, ses organisations, ses mutuelles, enfin bref. C'est une galaxie installée au sein du corps enseignant. Je ne dis pas que tous les enseignants soient de gauche, je ne me permettrai pas une pareille affirmation, mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y a une sorte de territoire réservé à la gauche dans nos universités et dans nos lycées, collèges et écoles. Et ceci date grosso modo de la Libération. Mais c'est dû au fait aussi que la droite, qu'il y ait une sorte de compromis historique entre la droite et la gauche après la Libération. À la droite, le régalien et l'économie, à la gauche, la culture et l'éducation, et on voit ce que ça donne. La gauche est omniprésente dans les médias mainstream, comme on dit. Elle est toute puissante dans le service public. Il suffit d'écouter France Inter 5 minutes pour se rendre compte qu'on est dans une radio de gauche et pas une radio de service public. Et c'est pareil à l'université. Beaucoup d'universitaires, qui soient syndiqués ou simplement engagés politiquement, considèrent qu'il en va de leur liberté académique de professer des opinions tranchées et d'avoir sur un certain nombre de sujets des positions militantes, ouvertes. Et excusez-moi, juste pour finir, lors des élections présidentielles, le nombre de présidents d'universités qui ont, sur les réseaux de leur université, donc service public, appelé à faire barrage SIC à l'extrême droite et à Marine Le Pen est considérable. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Nous avions interrogé les ministres successifs de l'enseignement supérieur en disant, là, pour le coup, il y a une atteinte à la neutralité du service public. Que faites-vous ? Évidemment, rien. Je n'ai même pas eu de réponse à une question écrite qui date au moins de 3 ans, c'est pour vous dire. Et justement, ce que j'allais rebondir sur ce sujet-là, en expliquant qu'il y a quand même, on se rappelle, au moment des législatives de 2024, il y a quand même une lettre qui est signée par, à l'origine, 2500 enseignants, chercheurs et scientifiques, avec des guillemets, parce que ça incluait aussi les sciences sociales, mais en fait qui a été, je crois, qui a atteint les 4600, 4700 signatures au total, ce qui est quand même considérable. Ça révèle quand même que en plus du fait que la gauche soit majoritaire, largement majoritaire, en fait elle s'assume complètement en tant que majoritaire là-dedans, ce qui est quand même assez surprenant. Et la conséquence de ça, c'est que, je le disais, ces gens-là se revendiquent scientifiques et en fait vont avoir en tant qu'intellectuels une assise qui vont qualifier de scientifiques dans leurs propos et leurs idées seraient presque scientifiques. Oui, bien sûr, mais ils estiment être dans le camp de la raison, dans le camp du droit, dans le sens de l'histoire, sans se rendre compte qu'ils sont plus proches des poubelles de l'histoire que du sens de l'histoire. Enfin, ça, c'est personnel. Mais non, c'est certain, ces gens-là s'assument totalement et considèrent qu'ils sont en croisade contre la montée inexorable du populisme et des partis qu'ils considèrent comme étant d'extrême droite, dont le Rassemblement national, mais les autres aussi. Et donc, bon, tout cela est parfaitement installé, connu, supporté, subventionné. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'évidemment le système craque de toutes parts parce que bonjour monsieur, il y a effectivement désormais un fossé qui se creuse entre ces propriétaires du camp de la raison et l'opinion publique. Ils sont complètement décalés par rapport à l'opinion publique.
Oui, et puis on voit qu'en fait, ce qui qualifie si souvent de scientifique, finalement, en fait, n'est que l'opinion d'un scientifique, et les deux se confondent très... Parfaitement, oui. La science a bon dos, la science sert à couvrir toutes sortes de choses qui n'ont que peu de rapport avec elle. Je pense par exemple aux études de genre, aux études décoloniales et autres fariboles, n'est-ce pas, qui sont du pur militantisme, hein. L'idéologie à l'état pur, chimiquement pur, mais qui évidemment bénéficient de l'aura de la science, puisque ces choses-là sont enseignées et professées par des fonctionnaires de l'État recrutés sur concours et qui sont titulaires de diplômes qui impressionnent évidemment par leur qualité. Simplement tout ça, je trouve, c'est un détournement, si vous voulez, du sens initial de ce qu'est la science. La science repose sur l'interrogation, sur la critique permanente des affirmations que l'on peut trouver, et ces gens-là, au contraire, n'est-ce pas, sont parfaitement convaincus de dire la vérité, ils sont au camp de la vérité, et ils ne supportent pas une seule seconde que l'on puisse penser différemment. Oui, des scientifiques sans raisonnement scientifique d'une certaine façon. Je me tourne vers vous, Édouard Bina. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes président de la cocarde étudiante, qui est, je le rappelle pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, un syndicat d'étudiants qui se revendique de droite nationale. Et en fait, la première chose pour laquelle on voulait vous faire venir aujourd'hui, et donc on parle de ce sujet de l'omniprésence de la gauche dans les universités et de l'affaire Pierre Gentillet, qui est initiée quand même par des militants de gauche et d'extrême gauche au sein de l'université de la Sorbonne. On a l'impression que ces dernières années, le nombre de pressions mises par ces étudiants et ces associations étudiantes envers certains professeurs, on peut penser à Fabrice Balanche aussi il y a quelques mois, c'est quelque chose qui se multiplie. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez au quotidien, ou est-ce que vous diriez que au contraire c'est de plus en plus faible grâce au travail formidable de la cocarde? Alors, à l'échelle étudiante, nous voyons justement que nous le subissons tous les jours, nous voyons les pressions qui sont faites pour que nous ne puissions pas nous assumer comme de droite, pour que les idées de droite soient vues comme marginales, odieuses, que nous n'ayons même pas le droit de les défendre ou même de les exprimer, ne serait-ce que de les penser. Mais par contre, une chose qui est assez intéressante dans cette affaire Gentillet, c'est de remarquer déjà deux choses. La première, c'est que c'est un seul étudiant qui s'est plaint. Et la deuxième, c'est que Pierre Gentillet enseignait depuis 8 ou 9 ans à l'université Panthéon-Sorbonne, et que c'est uniquement maintenant que l'entièreté des syndicats de gauche découvre son existence. C'est-à-dire à quel point il gênait avant, et à quel point il se rendait compte que ces cours odieux scandalisaient les étudiants. Ils s'en sont rendus compte 9 ans plus tard qu'il y avait un odieux professeur qui faisait ses cours, et on remarque qu'il a eu des soutiens qui venaient jusque de la gauche, et des personnes qui lui ont dit « mais comment ça, comment vous pouvez soutenir Pierre Gentillet alors que vous êtes de gauche ?» Et la liberté académique, mais pas pour tout le monde, uniquement pour la gauche. La gauche est tellement habituée dans le milieu universitaire à être hégémonique qu'elle en oublie que les libertés qu'on lui octroie s'octroient aussi aux autres, et que si elle a le droit de parler, si elle a le droit de faire certaines choses, alors les autres ont aussi le droit. Et je me souviens de quelques petites anecdotes amusantes, qui est que parfois l'extrême gauche se plaignait que nous ayons certains droits dans les universités, donc l'université faisait pas de souci, nous le supprimons pour tout le monde. Et l'ensemble des groupes de gauche se retrouvaient, on peut prendre dans une université, nous avions le droit d'envoyer des mails, puisque nous avions un élu. Notre élu, on a fait un petit plaisir d'envoyer un mail à chaque assassinat. Lola, un mail. Thomas, un mail. Kylian, un mail. L'université, suite aux plaintes des syndicats d'extrême gauche, a dit plus de mails pour tout le monde. Et l'ensemble des syndicats de gauche ne pouvaient donc plus envoyer de mails. Et ça reste une victoire, on va dire, à la Pyrrhus, mais une victoire quand même. Et ce qu'on observe, c'est qu'on discutait avec Roger Chudeau justement de la victoire hégémonique de la gauche quant au nombre d'universitaires et de professeurs d'université. On a aussi l'impression que c'est le cas des étudiants, et je vais vous interroger là-dessus, vous pourrez répondre après peut-être Roger Chudeau, mais on voit par exemple que les personnes les plus diplômées votent généralement pour la France Insoumise ou le NPA même de Philippe Poutou, qui est surreprésenté je crois à 10 points ou 12 points sur les étudiants en sciences sociales. On voit que en fait finalement il y a une forme en fait, plus on est de gauche, plus on a tendance à faire des études,
est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer? Et est-ce que finalement, on voit, par exemple, vous essayez d'obtenir des élus dans les académies étudiantes. Est-ce que, on va dire, on voit quand même que la progression de votre côté est assez difficile pour percer dans un milieu qui est dominé par des syndicats comme l'UNEF, comme d'autres En fait, ce que nous observons, et en tout cas ce que j'observe à ma maigre échelle, c'est deux choses. La première est qu'en fait, on a un vote qui est sociologique. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de «Ah, je suis de gauche parce que j'ai fait des études» ou inversement. C'est que ces personnes-là ont un certain mépris de classe envers la population RN, qui est les gens qui votent RN, pour dire ce sont des ploucs, ce sont des beaufs, ils n'ont jamais vu une personne d'origine immigrée de leur vie, ce sont des idiots, ils ne comprennent rien. Et lorsque je suis arrivé à Sciences Po Lyon et que je me suis affirmé comme du camp national, l'ensemble des étudiants étaient choqués, scandalisés, ils ne comprenaient pas comment je pouvais exister. Parce qu'ils avaient l'habitude que les étudiants de droite se cachent, se tairent, ne disent rien. Et à ce moment-là, en fait, certains venaient avec curiosité, ils me disaient «Mais t'as l'air intelligent, comment tu peux être de droite?» En fait, ils avaient fait un amalgame entre intelligence, culture et de gauche. Et donc à partir du moment où on avait des réflexions, qu'on connaissait quelques petites choses, on était forcément de gauche. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a ce phénomène de bulle. Vu qu'ils vivent dans des bulles qui ont été créées par les universités, on arrive à l'université, c'est une bulle. Et ensuite, on finit dans des métiers, dans l'enseignement, dans la justice, dans le journalisme, ce sont des bulles. Et à vivre en permanence dans des bulles, il y a des gens, je prends la catégorie des professeurs par exemple, surtout les professeurs de lycée, de collège ou de primaire, ce sont les personnes qui sont en première ligne sur les questions d'insécurité, sur les questions d'ensauvagement, qui voient de leurs yeux le grand remplacement, et qui en même temps voient la faillite totale du système français. Pourtant, ils ont toujours voté à gauche. Parce qu'en fait, ils sont victimes de ce que j'appelle le phénomène salle des profs. Il y en a un qui se dit «Ah, finalement, je me suis fait attaquer, peut-être que je devrais», et tous les autres «Non, non, tu ne peux pas, ça c'est tendre la main au fascisme. Tu es en train d'ouvrir la porte intérieure en toi qui va te mener à basculer du côté du camp du mal. Tu dois te faire agresser en toute tranquillité». Et plusieurs des anciens de la cocarde qui aujourd'hui sont enseignants observent ceci, ils ont eu l'habitude à l'université de s'affirmer comme de droite, ils arrivent dans la salle des profs et sont «Bon, oui, je vote RN». Et l'ensemble des profs scandalisés. Puis au bout d'un moment, il y en a qui font «Ah mais je comprends. Ah mais pourquoi tu votes pour ça? Ah ok». Et en fait, l'ensemble de la salle des professeurs commence à basculer, et c'est les professeurs de gauche qui commencent à se retrouver en minorité. Et c'est le travail que nous essayons de faire à la cocarde. Notre but n'est pas d'avoir un grand remplacement des salles de profs. Pas que. Mais en fait, notre but, c'est pas de faire 50% des votes aux élections étudiantes. Les élections étudiantes, ça ne change rien. Ce qui est important pour nous, c'est de percer la bulle de ces étudiants et s'assurer que chaque étudiant connaisse quelqu'un de droite, connaisse les idées de droite et se rende compte que non, ce n'est pas l'image qu'ils se sont construits du vieux bouseux raciste au fond de la campagne. Et alors, Roger Chudeau, je reviens vers vous pour sur cette question initiale, qui était quand même la sous-représentation en fait, chez les diplômés chez les diplômés du supérieur et même chez les professeurs en général, la sous-représentation des électeurs du Rassemblement national. Pour le coup, c'est d'ailleurs un reproche qui vous est régulièrement fait par la gauche, souvent par mépris de classe, mais d'un autre côté, n'allons pas jouer non plus à une compétition de qui aura le plus prolétaire que la gauche et le RN parfois mènent même inconsciemment. Simplement, comment vous expliquez le fait que ces gens-là soient si peu attirés par vos idées et que finalement, en fait, les personnes justement qui ont un savoir théorique accumulé, finalement, ne soient pas séduits par vos idées? Alors, vous avez raison, c'est un phénomène sociologique, c'est un phénomène culturel. C'est ancré depuis très longtemps, comme je vous le disais, pour des raisons historiques, dans les milieux de l'éducation et de la culture. Mais les choses sont en train de changer tout de même. Aux dernières élections, il a été considéré qu'à peu près 30% du corps enseignant avait voté pour les souverainistes, RN ou UDR, et c'est une proportion qui devient très significative. Alors effectivement, vous avez raison, dans les salles de professeurs, la pression de conformité continue à s'exercer en direction de la bien-pensance de gauche, bien sûr, mais ce discours s'érode et surtout ne résiste pas aux réalités. Depuis l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bertrand, les choses ont changé. C'est-à-dire que les professeurs, les fonctionnaires chargés d'éducation, qu'ils soient professeurs ou pas, se rendent compte qu'ils vivent dans un monde qui devient dangereux, qu'ils sont sous pression,
quotidiennement. Enfin, écoutez, lisez le bouquin comment, Pierre Aubin, c'est ça. Les profs ont peur. C'est tout à fait édifiant. Hein. Les professeurs s'autocensurent. 50% d'entre eux déclarent s'autocensurer de leur enseignement. Comme a voulu qu'un professeur d'histoire, même de gauche, même syndiqué, etc., ne puisse pas, à un moment donné, se poser des questions de fond, lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut pas, devant sa classe de seconde ou de terminale, aborder certains points historiques, parce qu'il va y avoir immédiatement une réaction menaçante d'une partie de ses élèves, ou même de parents d'élèves, ou des réseaux islamistes, etc. Donc les choses évoluent. De ce point de vue-là, nous ne faisons pas trop de soucis. La réalité, comme disait Brecht, la réalité est concrète, hein, et elle finira par s'imposer aux yeux de tous. Alors, je rappelle simplement, chers auditeurs, que dans quelques minutes, nous aurons une chronique de Jonathan Sturel, mais que nous restons avec Roger Chudeau et Édouard Binat jusqu'à 8h15. Donc, chers auditeurs, restez bien avec nous. Je me retourne vers vous, Édouard Binat. Justement, est-ce que vous pensez que finalement la réalité parviendra à s'imposer d'elle-même et que, en fait, finalement, j'ai envie de dire, vous avez raison sur ce point, mais personne ne peut fuir et ne peut totalement rester aveugle au problème justement que vous venez de citer. D'un autre côté, comment on fait pour convaincre en milieu universitaire, là où justement, en fait, les gens sont quelque part le plus propice à avoir une forme d'argumentaire, de disputatio sorbonnarde scolastique. Comment on fait plus sérieusement dans ce genre de milieu, justement pour réussir à convaincre? Bien, en fait, là où c'est assez amusant, c'est qu'il ne s'agit plus réellement de convaincre aujourd'hui, puisque les personnes en face refusent le débat. Ça ne sert à rien d'essayer de débattre avec eux, ils ne veulent pas. Ils vont automatiquement essayer de vous agresser. Et ça, nous en avons malheureusement l'expérience. Par contre, il faut exploiter leurs failles. C'est-à-dire que ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller tracter sur un campus, nous allons aller voir la horde d'antifascistes commencer directement à venir pour essayer de s'en prendre à nous, et ensuite il y a l'ensemble des étudiants scandalisés qui font « mais c'est qui ces gens-là qui essaient de les empêcher de parler ?» Et nous avons des gens qui viennent nous contacter et qui nous disent « mais j'ai beau être de gauche, je comprends pas pourquoi on vous attaque pour ça. » Et hop, ceux-là, c'est ceux qu'on va commencer à hameçonner rapidement, à leur parler, à leur faire dire « mais est-ce que tu te sens réellement du même camp que ces gens qui attaquent tout le monde et qui t'attaqueraient toi si tu osais poser la moindre question ?» Je prends un exemple très simple. Lorsque j'ai commencé à la cocarde, nous sommes intervenus dans une université qui s'appelle Lyon 1 Claude Bernard, qui est une université de sciences, plutôt apolitique. À peine le micro-prix et une petite présentation de la cocarde faite, l'amphithéâtre érupte, des gens de gauche rentrent d'un peu partout, où certains nous menacent de mort, etc. Nous n'étions que deux. Et bon, nous repartons avec le sourire, parce qu'ils ne sont pas si dangereux que ça. Et nous avons eu une dizaine de demandes de contact de gens qui nous disaient « mais je ne vous connaissais pas ». Et la manière dont ces gens ont réagi me fait me poser des questions et me dit « en fait, j'ai envie de m'intéresser à vous et de comprendre qu'est-ce qui se passe ». Oui, on a l'impression que la gauche antagonise finalement beaucoup en se croyant toujours hégémonique dans une époque où elle l'est plus vraiment. Elle l'est toujours, et c'est là où il faut faire attention, c'est que dans l'affaire Pierre Gentillet, il n'était pas loin de perdre son poste de professeur. Alors de par là, la on mobilisation. vient d'avoir un communiqué de la Sorbonne, pardon, je vous interromps, mais qui vient de tomber, expliquant que, voilà, c'est la Sorbonne qui explique que dans ces conditions, aucune raison ne justifie l'arrêt des enseignements prévus et qu'elle prendrait des mesures qui s'imposeraient s'il y avait un incident. Donc finalement, la Sorbonne, pour le coup, soutient cette fois-ci Pierre Gentillet, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Elle le soutient parce qu'il y a eu mobilisation politico-médiatique. Si on prend l'exemple de Fabrice Balanche, qui est en plus, il faut le dire, plutôt macroniste, lui a été complètement lâché en race campagne, et il a été saqué par sa propre direction, parce qu'il n'y a pas eu la même mobilisation pour le sauver, parce qu'il ne disposait pas des mêmes réseaux politico-médiatiques. Et c'est là où on voit qu'est-ce qui permet réellement de faire plier la gauche. C'est en fait de se dresser face à elle et de tenir la ligne. Parce que la gauche est hégémonique, parce que la droite se refuse à agir. Là, à chaque fois que nous venons tracter sur des campus un peu considérés chauds, en fait, on nous dit « vous n'êtes pas chez vous ». Mais pourquoi est-ce que nous ne serions pas chez nous sur ces campus ? C'est parce que la droite les a désertés depuis 10, 15, 20 ans. Lorsque nous sommes allés tracter pour la première fois sur le campus de Bron à Lyon, nous avons découvert des affiches de 2017 de Mélenchon. C'est dire à quel point personne n'était passé par là. Et au début, nous tractions et pas une réaction. Il a fallu 20 minutes pour que les gens se rendent compte qu'on était de droite. Parce que ça leur semblait inimaginable que des gens de droite soient là. Et alors précisément, même quelque part chez les étudiants comme chez les professeurs, Roger Chudeau, certes, on peut se fier au réel pour apporter des changements dans les idées, des évolutions. On peut aussi effectivement rappeler sa présence, comme le fait Édouard Binat au sein de la cocarde. Mais concrètement, est-ce que il y a des
il y a des postes à changer. Est-ce qu'en fait, il y a des personnes à placer? Comment on fait pour pas forcément avoir des universités de droite partout en France, c'est pas forcément l'objectif, mais au moins avoir plus d'équilibre dans encore une fois, ce milieu hégémonique. Et même si les enseignants du secondaire, eux, comme vous dites, votent de plus en plus pour le RN, c'est quand même vraiment pas le cas encore des professeurs d'université. On est loin, c'est vrai. Sur la plupart des campus, notamment de sciences humaines, la gauche est hégémonique et la présidence de l'université ferme les yeux sur un certain nombre de comportements inadmissibles, notamment violents, d'une ultra-gauche qui hystérise le débat public. Je prendrai par exemple ce qui s'est passé le 7 octobre dernier à Paris 8, Saint-Denis, je crois, où il y a eu quand même, dans un lieu public, un meeting pro-Hamas célébrant la résistance des Palestiniens et au fond se félicitant de l'opération de pogrom qui a eu lieu le 7 octobre. Ceci n'a suscité aucune espèce de réaction de l'université, parce qu'une certaine manière, ça va de soi, n'est-ce pas? Donc il y a bien là quelque chose sur quoi il faudrait agir. Comment se fait-il qu'un certain nombre de professeurs dans certaines universités soient aussi complaisants avec l'extrême gauche, voire avec l'ultra-gauche? Je pense que c'est en partie dû au système de gouvernance. Les présidents sont élus. Et vous me démentirez si je me trompe, mais ils sont élus aussi parce qu'il y a un collège étudiant parmi les électeurs, et qui n'est pas mince. Ça compte. Et donc, il faut, quand on veut être élu, envoyer des signaux, comment dirais-je, accommodants à ses futurs électeurs. Et si l'extrême gauche est majoritaire chez les étudiants, ce qui est encore le cas, on peut le déplorer, mais c'est un fait, et évidemment, elle pèse dans les élections de certains présidents. Donc, je pense que cela, il faut le changer. Sincèrement, je crois qu'il faudra regarder la façon dont les présidents d'université sont élus et le poids relatif des étudiants. De toute façon, en plus, il y a une chose qui ne va pas, c'est que dans certaines universités, il y a 450 étudiants qui votent sur 20 000, n'est-ce pas, et qui désignent des militants de l'extrême gauche pour les représenter au conseil d'université. Donc, il faudrait peut-être commencer par, c'est une proposition, par rendre le vote obligatoire aux élections au conseil universitaire. Déjà, ça permettrait de rééquilibrer les choses et de couper l'herbe sous le pied aux plus extrémistes des extrémistes. Ensuite, on pourrait voir également si vraiment il est nécessaire que les étudiants aient autant de poids dans la désignation, enfin dans l'élection plutôt, d'un président d'université qui reste un haut fonctionnaire et un scientifique et qui devrait plutôt, à mon avis, être à la fois élu par ses pairs majoritairement et évidemment désigné par le ministre, ce qui est déjà le cas, bien sûr. On va reprendre cette discussion dans quelques minutes. Roger Chudeau et Édouard Bina. Je rappelle, Roger Chudeau, que vous êtes député du Rassemblement National et monsieur éducation de votre parti. Édouard Bina, vous êtes président de la cocarde étudiante. Et avant de poursuivre ce débat, eh bien, nous allons écouter la chronique de Jonathan Sturel. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Alors, comme je le disais, nous restons avec Édouard Bina, président de la cocarde étudiante, Roger Chudeau, député Rassemblement National du Loir-et-Cher, et Jonathan Sturel, vous ne restez pas loin d'ici. La question qui se pose derrière, cette chronique m'y fait penser, mais la question qui se pose derrière tout ça, c'est est-ce que il y a trop de sciences humaines en soi? Est-ce qu'il y a trop d'espace de liberté pour pour la sociologie, pour tous ces domaines dans lesquels qui permettent de créer cette assise intellectuelle? Ou alors est-ce que c'est la droite qui ne les investit pas? Il faut aussi rester dans une forme d'autocritique d'une certaine s'ouvrir à l'autocritique d'une certaine façon. Déjà, vous, Édouard Bina, est-ce que on a l'impression quand même que généralement les étudiants de droite vont plus en école de commerce et que les sciences humaines et sociales sont largement désertées, ne serait-ce que parce qu'elles sont considérées comme des domaines d'études de gauche et donc peu intéressants? Cela va vraiment dépendre du type de droite dont nous parlons. C'est-à-dire qu'entre la droite école de commerce et la droite fac d'histoire, on n'est déjà pas du tout sur la même droite. Par exemple, la sociologie de la cocarde étudiante, c'est généralement droit, sciences politiques, histoire. Alors que dans d'autres organisations, ça va plutôt être de l'école de commerce. Nous avons pour principe d'essayer d'aller chercher les étudiants partout où ils sont. Donc, nous partons du principe que, en fait, l'université n'est pas fondamentalement de gauche. D'ailleurs, à l'époque, on voit, si on prend par exemple l'université autrichienne, c'est les syndicats étudiants de droite qui dominaient jusque dans les années 70.
on avait que le parti étudiant qui était de droite nationale qui faisait 40% des voix. Mais en fait, il y a un manque de discours à droite pour parler à certaines catégories de la population. Et lorsque nous allons par exemple tracter en fac d'histoire ou en fac de lettres et surtout histoire de l'art, dans tous les domaines artistiques, nous arrivons et nous avons un discours adapté. Et là, on a des étudiants qui se disent mais je ne m'attendais pas à ce que la droite soit ça. Je donne un petit exemple. Nous avons fait une campagne sur l'écologie. Nous sommes, au sein du syndicat, les gens doutaient un peu. Nous sommes allés dans les universités technologiques, nous sommes arrivés avec des tracts pro-nucléaire, tracts qui allaient tacler directement les écologistes et qui disaient la véritable écologie, elle est nationale. Et là, les gens, ils prenaient le tract, ils disaient, mais c'est quoi ça? Ils n'avaient pas l'habitude d'être tractés. Ils lisaient le tract et ils n'étaient pas trop politisés. Ils commençaient à s'intéresser et on en a recruté beaucoup. Et surtout, plus que recruté, on a ouvert le débat, on a discuté avec beaucoup, et on s'est rendu compte que des promotions entières ont commencé à se droitiser, et simplement parce qu'on ne leur avait jamais parlé avant. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui à droite, c'est d'arriver à avoir un discours pour chaque chose. Aujourd'hui, je me souviens qu'à chaque petit recrutement de nouveau à la cocarde étudiante, je leur dis, mais si demain tu dois discuter avec un étudiant en art, quelle est la vision de la droite sur l'art? Et là, il y en a qui ont du mal. Mais l'impression qu'on a, et je me tourne vers vous, Roger Chudeau, c'est que, étant donné qu'on a eu encore une fois cette hégémonie de la gauche dans les universités, que la droite a en fait, les courants même nationaux en général, ont produit très peu d'idées quand même sur les 50 dernières années. Et ça, c'est un phénomène qui s'auto-entretient d'une certaine façon où, puisque les idées qui sont produites dans les universités, en fait, sont de gauche, des personnes qui seraient déjà de droite ou nationales en arrivant dans ces universités, en fait, ne voient pas d'autres modèles qui existent. Comment on fait pour recréer aussi une dynamique nationale à ce niveau-là? Alors, autrefois, il y avait une expression consacrée, c'était l'intellectuel du parti. L'intellectuel de gauche était presque un pléonasme. Donc, aujourd'hui et depuis 2 ou 3 décennies, il est clair que la résistance s'organise et que la gauche n'est plus hégémonique dans le champ excusez-moi, du débat d'idées. Vous parliez de sociologie tout à l'heure. Bon, moi, je n'ai absolument rien contre la sociologie, qui est une science humaine, parfaitement respectable et tout à fait utile dans bien des domaines, y compris dans les domaines de l'économie. Mais j'apprécierais que la sociologie s'intéressât, par exemple, au racisme anti-blanc, qui n'est pas un sujet d'étude, parce que, de toute façon, c'est nié. Il n'existe pas de racisme anti-blanc, c'est bien connu. Bon, qu'elle s'intéressât aussi aux relations entre l'islam, par exemple, et les femmes. Aussi bien en Occident qu'en Orient. Ce seraient des sujets, pour le coup, d'études, et qui pourraient intéresser la sociologie, et qui sont pratiquement totalement absents du paysage. Donc, cette espèce de comment dirais-je... Oui, mais regardez, par exemple, Roger Chudeau, on voit, pardonnez-moi de vous interrompre, mais on voit que, par exemple, sur le dernier sujet que vous proposez sur l'islam, on va penser à, par exemple, une chercheuse, bon, alors on pense ce qu'on veut d'elle, mais quelque part, Florence Bergeau-Blaclair, qui, en fait, a écrit donc son livre sur les frères musulmans, qui a fait une forme qui a révélé que finalement en fait elle était inquiète par la question de l'islam. On voit, et là pardonnez-moi l'expression, qu'elle s'est fait tricardiser dans la seconde quelque part, et que en fait aujourd'hui peu de ses collègues acceptent encore de lui parler. Il y a eu un peu de solidarité envers Pierre Gentillet, certes, mais c'est peut-être aussi parce qu'il ne vient pas de ce monde universitaire et qu'il n'a pas évolué dedans pendant une dizaine d'années. Concrètement, comment on fait pour faire en sorte de rendre toutes ces nouvelles idées plus acceptables, et aussi de pouvoir produire des idées sereinement. C'est-à-dire, on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui de trouver un directeur de thèse, un directeur de mémoire pour traiter des sujets comme ceux dont vous parlez. Ouais. Madame Bergeau-Blaclair a produit un ouvrage remarquable qui a été repris, en tout cas dans ses conclusions, y compris par le ministère de l'Intérieur. Donc la menace que représentent pour la République, pour les institutions, pour la nation, pour l'État, les frères musulmans est désormais clairement identifiée grâce à Madame Bergeau-Blaclair, qui est chercheur au CNRS.
qui a fait son travail de chercheur. Je ne sais pas si elle est de gauche ou de droite, ça n'a aucune espèce d'importance. Elle a travaillé comme scientifique. Elle a produit une étude qui, d'une certaine manière, est incontestable. Que ça lui vaille des antipathies à gauche, ça n'a rien d'étonnant. Des sympathies à droite, ça n'a rien d'étonnant non plus, mais personne ne peut récupérer cela. C'est un travail scientifique. Et donc, ça s'impose, y compris, comme je vous le disais, au gouvernement. Non, en ce qui concerne le racisme, je voudrais rebondir un petit peu sur la chronique de votre collègue. La France n'est pas raciste, on est bien d'accord. Mais il y a un lieu où le racisme se développe. Et quel racisme? C'est l'antisémitisme à l'université, quand même. Il y a eu 115 incidents antisémites répertoriés, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas répertorié, depuis le début de l'année, dans nos universités. Je vous parlais de cette horrible manifestation pro-Hamas le 7 octobre à Paris 8. C'est totalement décomplexé désormais. Avant, on parlait de racisme, d'antisémitisme d'atmosphère, mais aujourd'hui, c'est un antisémitisme assumé, militant. De toute façon, il y a toujours eu à gauche un antisémitisme, historiquement, c'est bien connu. Mais simplement, là, il s'exprime absolument sans aucune espèce de vergogne, quoi. Et les étudiants juifs de France, vous le savez bien, certainement, ne se sentent plus nulle part en sécurité. Et donc, ce racisme-là, il existe, il n'est pas combattu. Nous avons voté une loi à l'Assemblée nationale tout récemment visant à combattre l'antisémitisme dans les universités. C'est pratiquement le titre de la loi. Bon. On attend toujours les décrets d'application, qui normalement prévoient de sévères sanctions disciplinaires pour les organisations ou les étudiants, les individus qui se rendent coupables d'actes antisémites dans le champ universitaire. Voyez. Mais donc, ce racisme-là, il existe, il est assumé, il est de gauche, et d'une certaine manière... On peut penser même au racisme décolonial, de la gauche. L'étude décoloniale. Oui, voilà. Et donc, tout ça, ça entretient un antisémitisme qui devient de plus en plus virulent, qui est une honte pour l'université et une tache sur le drapeau de la République. Et il y a effectivement, bien sûr, ce sujet, et puis celui, on en a parlé, mais du racisme anti-blanc, enfin même des études qui sont produites justement par ces chercheurs en sciences sociales. Jonathan Sturel, je me tourne vers vous. J'aurais une question à vous poser. Selon vous, comment ça se fait que aujourd'hui on soit dans cette situation où quand une personnalité de droite va écrire un livre, peu importe le degré de réflexion, de recherche et d'intelligence de ce livre, que en fait la conséquence soit nécessairement qu'il se retrouve on va dire décrypté et qu'il se fasse finalement allumer par en fait la gauche qui va répliquer avec une bordée d'arguments pseudo-scientifiques. Comment on fait pour vaincre ça aujourd'hui? Est-ce que c'est possible de faire de la production d'idées sans être de gauche? Et si oui, comment on fait pour avoir une certaine autorité avec ça? Est-ce qu'on peut faire de la production d'idées qui ne soient pas de gauche? Le fait est que oui, puisque nous le faisons tous les jours, sur les réseaux sociaux et même dans les médias, de plus en plus, et cetera. Est-ce qu'on peut le faire à l'université? C'est manifestement beaucoup plus difficile, en effet. Cependant, je pense que l'une des façons qui nous permettront de réussir à le faire de mieux en mieux, c'est d'assumer la confrontation avec ceux qui nous empêchent de le faire. Je vais prendre un exemple typique d'un universitaire qui alimente un compte sur Twitter qui s'appelle Actuel Moyen Âge. C'est typiquement quelque chose de très à gauche. Ils sont plusieurs à tenir ce compte. C'est très à gauche, c'est très anti-Puy du Fou. Enfin, c'est vraiment la gauche universitaire. Mais il s'avère que l'un des animateurs de ce compte a eu l'outrecuidance de dire bon bah concernant l'avocat Pierre Gentillet, qui est mis bon bah moi je suis obligé de dire que c'est scandaleux ce qui lui arrive. Et bien à cause de ça, il a été menacé de mort par des gens de gauche. Menacé de mort, c'est un activiste de gauche, un universitaire de gauche, menacé de mort par des gens de gauche parce qu'il ne s'est pas joint à la meute qui se félicitait des difficultés que rencontrait un opposant politique. Et là, il va même jusqu'à annoncer son retrait temporaire des réseaux sociaux. Donc, je pense que nous sommes dans la situation où c'est comme si nous étions... nous comportons comme si nous étions un chat affamé, assis sur une boîte de conserve en train de mourir de faim parce qu'on ne sait pas ouvrir cette boîte de conserve. Or, depuis un certain nombre de temps, grâce au fait que la parole s'est beaucoup libérée, grâce au fait que des syndicats ou des associations comme la Cocarde assument précisément cette confrontation avec le camp d'en face, nous ne sommes plus dans la situation du chat en train de mourir de faim sur la boîte de conserve. Entre-temps, nous avons un ouvre-boîte dans les mains. Il s'agirait maintenant de nous en servir. L'ouvre-boîte que nous avons entre les mains, excusez, je file la métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, c'est que nous avons derrière nous maintenant, enfin, nous au sens très global, au sens des gens qui ont des idées patriotiques et qui veulent s'opposer à l'hégémonie de gauche, nous avons des millions de Français derrière nous.
nous ne sommes pas non seulement nous ne sommes pas isolés, mais nous ne sommes même pas minoritaires. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que nous continuons, des gens de chez nous continuent, comme Thibaut typiquement, continuent à se comporter comme si nous étions minoritaires et qu'il était une question de survie pour nous de se faire discret, de raser les murs, etc. Alors que nous avons une puissance de frappe politique qui est énorme du fait que des millions de Français maintenant rejoignent nos constats et nos analyses. Donc, on peut effectivement se plaindre que la gauche continue de se comporter de manière hégémonique et sectaire, mais il faut aussi fustiger les gens qui, ayant nos idées ou étant susceptibles de les avoir un jour, étant susceptibles de se laisser séduire par elles, refusent néanmoins de le faire parce qu'ils Mmh. préfèrent leur petit confort, etc. Donc, au-delà de la violence du camp d'en face, il faudrait aussi montrer du doigt, déplorer, contester, condamner une certaine, je vais utiliser un mot un peu fort, une certaine un peu lâcheté de gens qui pensent comme nous secrètement, mais qui n'osent pas le dire. Donc, Mmh. l'une des façons, pour répondre à votre question, d'assumer ce clivage, c'est justement c'est d'assumer ce clivage et de dire oui, nous sommes ce que vous pensez que nous sommes, et on s'en fiche que vous le pensiez, et nous allons continuer de l'être. Et merci, attention, j'ai juste une dernière question pour vous, en une minute, Édouard Bina. Jonathan Sturel parlait de confrontation. Vous, il y en a une qui a été particulièrement médiatisée de confrontation. C'est celle que vos militants qui souhaitaient rendre un hommage à Lola ont eu face à des nervis de Antifa. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette affaire? Eh bien, suite à une conférence que nous organisions à Nantes, nous avons souhaité organiser un hommage à Lola devant la cathédrale, et une trentaine de nervis armés de torches, de poings américains, de gazeuses ont tenté de s'en prendre à nos membres. Je dis bien tenter, puisque après une première tentative d'agression, ils ont découvert qu'effectivement, malgré le fait que nous étions étudiants et d'un plutôt jeune âge, nous étions effectivement capables de rendre les coups. Et après, la vidéo entière de l'affrontement dure 3 minutes 30. Ah oui. Et pendant 3 minutes 30, nous avons une trentaine de gens cagoulés, armés, qui essayent désespérément d'agresser des étudiants et qui n'y arrivent pas. Et c'est une humiliation totale pour eux. Ils finissent même d'ailleurs par repartir, après avoir quand même saccagé le cadre de Lola qu'ils avaient réussi à attraper, avoir violenté une de nos militantes et lui avoir volé son portefeuille, et avoir lancé cette magnifique phrase lorsque quelqu'un, une des journalistes présentes, avait dit « mais c'est pour un hommage à Lola », quelqu'un a dit « on s'en fout de votre Lola », ce qui donne à peu près le ton de ces personnes. Et la vidéo a fini par faire un peu le tour, c'est-à-dire que même Elon Musk a fini par y réagir, parce que c'est une des premières fois où on voit documenter entièrement pendant la vidéo la violence que subissent les militants de droite. C'est-à-dire qu'on voit qu'une trentaine de personnes armées de torches, je dis bien de torches, ils ont essayé de brûler nos militants, et on parle de gens, certains étaient mineurs au moment des faits. C'est-à-dire que nous avions des gens entre 17 et 25 ans qui étaient en train de faire face à des gens qui parfois avaient le double ou le triple de l'âge, et la police n'est jamais intervenue. La police est arrivée 45 minutes après l'affrontement. C'est dire. Bah, en tout cas, ça c'est un autre sujet dont on pourra peut-être parler aussi une fois, ces confrontations physiques qui se font, on va dire, de plus en plus fréquentes malheureusement dans les universités vis-à-vis des associations de droite en général. Merci Roger Chudeau, voilà, député Rassemblement National, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Édouard Bina aussi. Je rappelle que vous êtes président de la Cocarde étudiante, et également merci à vous là-haut, Jonathan Sturel, pour votre chronique. Merci beaucoup, et je repasse la main à Liselotte.